Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, une émission un peu particulière. Nous allons parler du Maroc, du Sahara occidental et de ce Maghreb ô combien important. Et pour cette émission, nous recevons Bernard Lugan. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, alors je peux pas dire, de nous recevoir puisque nous sommes chez vous dans le Bourbonnais et vous donc nous recevez pour évoquer cette question marocaine. Vous avez consacré de nombreux ouvrages au Maroc, une histoire du Maroc et plus récemment une histoire le Sahara occidental en 10 questions pour nos auditeurs qui voudraient connaître l'essentiel de la question historique de cette région. Le Maroc est un pays particulier, il est à cheval entre Méditerranée et Atlantique, il est davantage atlantique que Méditerranée au niveau de la surface côtière. Et puis c'est aussi ce pays entre la zone nord du Sahel qui termine le Sahel et qui va jusqu'à cette zone du Maghreb. On voit donc un Maroc qui est au carrefour de plusieurs enjeux, et c'est ce que vous montrez d'ailleurs dans les différents ouvrages que vous lui avez consacrés, et ce qui fait aussi la stabilité marocaine et l'importance du Maroc. Oui, moi je pense toujours à la phrase du roi Hassan II qui dit « Le Maroc est un arbre dont les racines puisent dans l'eau du fleuve Sénégal et dont les feuilles bruissent à la hauteur du delta, du détroit de Gibraltar ». Donc c'est vraiment tout à fait, l'image est tout à fait cela, parce que à travers l'histoire, le Maroc s'est étendu du fleuve Sénégal jusqu'à Saragosse, jusqu'aux Espagnes, jusqu'en Andalousie. Donc c'est un royaume tout à fait particulier, qui est très ancien, et qui a une définition géographique tout à fait passionnante, parce que, à la différence de l'Algérie, qui est enclavée dans la Méditerranée, le Maroc, lui, est ouvert complètement sur l'océan Atlantique et sur la vie de relation. Et c'est pour cela que la récupération du Sahara dit occidental, en fait le Sahara marocain, était un point essentiel dans l'histoire de la redéfinition et de la géopolitique future du Maroc. Parce que le Maroc va avoir un avenir très important, avec en plus des grands projets de gazoducs maritimes qui vont partir depuis le Nigeria, qui vont longer tout le littoral de l'Ouest africain et qui vont aboutir au Maroc, à Tanger. Tanger va être le point d'aboutissement du gaz africain. C'est des projets considérables. Et il y a une géopolitique complète qui est en train de se redéfinir. Et on voit d'ailleurs bien les grandes puissances qui sont en train d'abandonner l'Algérie et qui se tournent vers le Maroc, car le Maroc est un pays d'avenir, s'il n'y a pas de problèmes sociaux. C'est un pays d'avenir, alors que d'autres pays vont rentrer véritablement dans des périodes sombres. Qu'est-ce qui a fait que le Maroc a réussi à survivre et à se développer à travers les siècles? Il y a évidemment la famille royale, la structure monarchique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi qui lui ont permis de tenir son territoire, avec les vicissitudes, évidemment, le territoire a évolué, et de perdurer aussi à travers les siècles? C'est un des États les plus anciens en Afrique. Oui, et État et monarchie. La monarchie marocaine. Parce que les frontières du Maroc ont énormément bougé en fonction de l'histoire. À l'époque des Almohades, le Maroc contrôlait toute l'Afrique du Nord. À l'époque des Saadiens, le Maroc était installé à Tombouctou. Donc il y a eu des frontières, mais il y a une permanence de l'État. Et ceci est tout à fait original dans cette partie de l'Afrique du Nord. Je ne dis pas du Maghreb, mais de l'Afrique du Nord, en général. Parce que le Maghreb, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. L'Afrique du Nord, c'est l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Je crois que l'institution monarchique fait qu'il y a véritablement une union à travers les populations qui sont différentes. Parce que vous avez un vieux fond berbère sur lequel vient se rajouter un élément arabe, et la fusion se fait à travers la monarchie. Et ceci est tout à fait original. C'est ce qui fait la grande originalité du Maroc. C'est pour ça que le problème berbère ne se pose pas au Maroc comme il se pose en Algérie. Parce que l'Algérie n'est pas un État, le Maroc en est un. Vous évoquiez ce qu'on appelle le Sahara occidental. On va justement y revenir pour comprendre pourquoi il est aussi important pour le Maroc. La France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, à la suite d'ailleurs de l'Espagne ou des États-Unis. Donc on peut constater que le problème aujourd'hui est quasiment terminé, mais pourquoi est-ce que c'est si important pour le Maroc de contrôler cet espace alors que la plupart des villes sont au nord et le pôle économique est dans le nord du Maroc?
Mais le pôle économique va basculer en partie, pas basculer, mais va s'ouvrir également vers le sud. Tout simplement parce que le Maroc a été amputé par la colonisation. Il faut bien voir quels sont les pays qui ont souffert de la colonisation. Ce sont les vieux États. C'est l'Éthiopie et c'est le Maroc. Les vieux États, les vieux empires. Les autres sont des États artificiels créés par la colonisation. Et dans le cas du Maroc et de l'Afrique du Nord, du Maghreb, pardon, l'Algérie a été créée en dépeçant le Maroc. Et les Espagnols ont créé leur colonie du Sahara en dépeçant le Maroc également. Donc le Maroc a voulu récupérer une partie de son territoire. Il n'a récupéré qu'une petite partie, parce que n'oublions pas que tout l'ouest algérien était marocain. D'ailleurs, c'est ce qui va conduire Sansal en prison, hein, parce qu'il a, comment dirais-je, il a brisé le grand tabou de cette réalité. Moi, j'explique dans mes livres, hein, je montre par des cartes, etc., je montre que toute cette partie ouest de l'Algérie était marocaine. Donc le Maroc a voulu récupérer le Sahara occidental, ce sont ces provinces du sud. Oued ad-Dahab, c'est le Maroc millénaire. Alors vous évoquiez aussi donc ce gazoduc Nigeria-Maroc qui est en cours de construction. Ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Le Nigeria va être un des pays les plus peuplés au monde. On a du mal d'ailleurs à imaginer en France le poids démographique du Nigeria, qui est vraiment fondamental. Il naît au Nigeria par an autant ou plus d'enfants qu'en Europe. Oui, et donc ça va être au moins au niveau démographique, ça va être un grand d'Afrique et un grand dans le monde. Oui, les deux grands vont être, au point de vue démographique, le Nigeria et la RDC. Alors le Nigeria, que c'est-il? Le Nigeria, l'Algérie bien entendu, voulait que les richesses du Nigeria puissent traverser le Sahara pour arriver directement en Algérie, ce qui posait des problèmes géopolitiques impossibles. Parce que les richesses du Nigeria sont au sud, sont au bord de la mer, au bord de l'océan. Et un axe traversant l'Afrique de l'Ouest devrait passer par le nord du Nigeria, qui est complètement tenu par Boko Haram et par les zones djihadistes, traverser ensuite le Niger, une situation, et ensuite traverser toute cette zone du Sahara. Donc géopolitiquement, c'était pas possible. Alors le roi du Maroc fait un voyage il y a une dizaine d'années au Nigeria, et a proposé cette idée au Nigeria. Et c'est une idée remarquable. Parce qu'une partie du gazoduc et du pipeline existe déjà. Donc, il va être prolongé. Il va longer tout le littoral de l'Afrique de l'Ouest avec un atout extraordinaire. C'est que quasiment tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont des producteurs de pétrole ou de gaz, mais des petits producteurs qui ne sont pas suffisamment producteurs pour avoir eux-mêmes leurs exportations par des pipelines. Or, ils vont se rattacher à ce gazoduc et à ce pipeline. Il va y avoir la matrice principale avec des dérivatives, des dérivés, ce qui fait que toutes les richesses de l'Afrique de l'Ouest vont pouvoir être captées par ce grand gazoduc et ce pipeline, va arriver le long de la Mauritanie et va arriver au Maroc. Va arriver à Tanger. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Alors, c'est en cours de travaux, ça va se réaliser. Hein. C'est un projet qui va révolutionner complètement la géopolitique de la région et qui va être une source d'enrichissement considérable pour tous les pays côtiers. Et là, c'est le partenariat marocain. Et ça, c'est le grand projet du roi du Maroc. Mohamed VI a eu ce projet visionnaire. Son père a eu le projet visionnaire de la récupération du Sahara occidental. Et son fils, lui, a le projet visionnaire de l'intégration du Maroc et de l'Ouest africain. Le Maroc reprend son rôle historique, qui était ce rôle de puissance, d'influence dans toute cette partie, avec un partenariat gagnant-gagnant. Et sans avoir le côté agressif de la politique algérienne, on en parlera tout à l'heure. Alors j'envoie à nos téléspectateurs un reportage de conflit qui a été réalisé à Tanger Med. Vous pouvez comme ça voir ce port de Tanger Med qui est vraiment crucial, c'est le premier port d'Afrique. Ah mais c'est extraordinaire. Moi j'étais encore à Tanger Med il n'y a pas très longtemps, là. Je vais donner des conférences à Tanger, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Comment dire, le tiers-monde est en Europe, hein. Le tiers-monde est en France. Il va plus être dans un pays comme le Maroc. Hein. Et ça, c'est aussi une des autres grandes visions du roi actuel, c'est d'avoir fait... Il n'y avait rien, parce que Tanger Med, c'est à 40 km à peu près de Tanger, donc ils en font partie de rien, ex nihilo. Alors, en fait, il y a eu, à mon avis, il y a 3 hommes qui ont eu une vision extraordinaire dans l'histoire contemporaine du Maroc. Le premier, c'est Lyautey.
Lyautey, vous voyez, là, j'ai le portrait du maréchal ici. Moi, je suis un Lyautéen. Ma famille était lyautéenne, a travaillé au Maroc sous Lyautey, etc. Moi, je suis très attaché à la personne de Lyautey. Lyautey a eu la première grande idée, c'est de faire basculer le Maroc vers la mer. Car quand Lyautey arrive au Maroc, le sultan est à Fès, assiégé par les tribus qui sont révoltées, etc. Et Lyautey dit il faut absolument faire basculer le Maroc vers le Grand Large. Ce qu'il était à l'époque des Saadiens. Et ensuite, il y a eu une décadence qui a fait que le Maroc s'est replié sur ses montagnes et sur ses terres intérieures. Et Lyautey a eu cette idée en disant la deuxième grande idée, faire basculer la capitale de Fès à Rabat, ça va l'éloigner de l'Algérie. Ça va éviter d'avoir le jacobinisme algérien qui va venir jeter un œil sur la vieille monarchie marocaine de façon à transformer le Maroc en gestion républicaine comme l'Algérie. Donc Lyautey fait basculer le Maroc vers l'océan. La capitale, Rabat, il crée Port Lyautey, il crée Casablanca, le port de Casablanca. Donc le premier qui a cette idée géniale, cette vision géopolitique à l'avenir, c'est Lyautey. Ensuite, le deuxième, ça va être Hassan II. Hassan II qui va bien comprendre que si le Maroc ne récupère pas son Sahara occidental, ce ne sera qu'un petit pays coincé dans le nord du Maghreb. Et son fils, comme j'en ai parlé, donc Mohamed VI, qui lui a cette vision double vers le sud, avec ce grand projet gazoduc pipeline, et vers le nord, l'aboutissement Tanger et Tanger-Med. Donc je pense que Mohamed VI, qui est une personnalité qui n'est pas flamboyante comme l'était son père, va laisser, quand il ne sera plus là dans l'histoire, véritablement un héritage extraordinaire. Extraordinaire, parce qu'il aura véritablement achevé, ça c'est la force de la monarchie, hein, ce que le père ne fait pas, le fils le fait, ou le petit-fils, une vision à long terme. Une vision à long terme que Hassan II va définir dans les années de la décennie 70, et qui est en train de se terminer qui va se terminer dans les années 2030. Vous voyez, cette vision à long terme. Oui, une cinquantaine d'années, il faut ces deux générations, deux à trois générations. Voilà. Et avec le personnel qui gère, le même personnel, renouvelé bien sûr, des gens, ça c'est la force de la monarchie, et par rapport à nos régimes spasmodiques républicains qui travaillent à 3 mois d'échéance, ou peut-être même à 15 jours, là il y a le long terme de la monarchie. Un des reproches qui est souvent fait au Maroc, c'est la question de la drogue, notamment la production du cannabis. Comment vous analysez cette question-là? On voit qu'il y a eu notamment une présence qu'on appelle la macro-mafia dans les grands ports d'Europe du Nord, Belgique ou Hollande. Comment vous analysez cette question justement de production de drogue? C'est le problème du cannabis, c'est le Rif. Le Rif est une région qui a historiquement eu des problèmes avec l'État marocain, qui a eu des problèmes d'abord parce que le Rif a été détaché du Maroc pour devenir le Maroc espagnol, donc a été géré d'une manière différente à l'époque du protectorat. Il est évident que si Lyautey avait pu avoir la gestion du protectorat marocain dans son ensemble sans la division du nord du Maroc, des tas de choses ne se seraient pas passées. Ensuite, le Rif a connu la guerre du Rif, qui a été une guerre qui a été vraiment une vilaine guerre coloniale menée par Pétain. Et là, moi, je voulais la grande rivalité Pétain-Lyautey, c'est Pétain a été au service de la République et du cartel des gauches pour virer Lyautey, vieux monarchiste du Maroc, et Lyautey était en train de régler la question du Rif en disant « moi je ne veux pas écraser Abdelkrim, c'est un type remarquable, je veux le rallier comme j'ai rallié les grands chefs des tribus berbères de l'Atlas ». Et Pétain est arrivé en disant « pas du tout, ça c'est de la politique, moi je fais la guerre ». Et Pétain a rasé le Rif, ce qui a laissé des traumatismes historiques énormes dans le Rif, ce qui fait que le Rif est une région pauvre. Et dans cette région pauvre, le seul moyen d'avoir de l'argent, c'est de la culture du cannabis. Bon. Alors donc ça c'est un problème qui est un problème interne, qui est un problème très compliqué, qui est un problème qui se résoudra sur le long terme avec les richesses qui vont arriver avec Tanger-Méditerranée et les ports de la Méditerranée. Il n'y a pas que Tanger-Méditerranée, car le Maroc développe d'autres ports dans la région. C'est une affaire qui se résoudra sur le long terme. Mais pour le reste, il y a tout un passé qui est assez difficile. Si on reste sur les questions économiques, on voit aussi que le Maroc qui est à l'installation de nombreuses usines automobiles, par exemple Renault, Stellantis, donc il y a eu cette intelligence aussi à devenir
la zone de production, notamment d'une partie de l'appareil industriel européen. Oui, et même au-delà, parce que le Maroc commence maintenant à monter des usines de remontage d'avions, de moteurs d'avions. Non, le Maroc est dans un boom extraordinaire. Le problème du Maroc, paradoxalement, c'est que si ça continue comme ça, il va manquer de main-d'œuvre. Il va manquer de main-d'œuvre et il va être obligé d'importer de la main-d'œuvre d'Afrique subsaharienne, sud-saharienne. Et on commence à voir d'ailleurs des migrants sud-sahariens au Maroc. Parce que la grande force du Maroc, ça a été l'exode rural des campagnards berbères et autres qui sont partis vers les villes et vers les centres industriels. Mais cette émigration est terminée maintenant, parce que le monde rural marocain va arriver à son étiage. Donc il y a un tel développement au Maroc qu'il risque d'y avoir un problème de main-d'œuvre. D'autant plus que le Maroc a presque fait sa bascule démographique. Donc tout ceci risque de poser des problèmes dans l'avenir. Alors le problème du Maroc, c'est qu'il y a, j'allais dire, trop de diplômés. Le Maroc a voulu véritablement former sa jeunesse, et donc les diplômés qui sortent sont souvent sans emploi, alors que le milieu industriel qui a besoin de gens beaucoup qualifiés dans la manufacture, etc., risque de manquer. Donc il va y avoir un problème d'équilibre à faire entre, comment dirais-je, ces deux formes d'éducation. Oui, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a un décalage entre la production de diplômés et puis la demande, effectivement, pour l'économie. Voilà, tout à fait. Le Maroc a des écoles de formation de diplômés remarquables. Je pense notamment à l'université Fès Euro-Méditerranée, remarquable. Nos campus peuvent vraiment prendre des modèles sur les grands campus marocains. Mais des universités se sont créées un peu partout, des facs de lettres, de droit. Il y a un petit peu ce tropisme que nous avons connu, nous, en France, et que nous connaissons, c'est-à-dire former beaucoup de littéraires et de sociologues, de gens qui souvent n'ont pas d'emploi et qui vont faire une très bonne clientèle électorale pour les filles, car ce sont des aigris. Alors, le cas algérien est intéressant, c'est évidemment un des grands rivaux du Maroc, notamment sur la question territoriale. Sur le cas du Sahara occidental, par exemple, l'Algérie soutenait, finançait le Front Polisario, donc le mouvement de résistance au Maroc qui demandait cette autonomie, cette indépendance. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que l'Algérie continue de soutenir ce Front Polisario? Je dirais pas un mouvement de résistance, je dirais un mouvement de sécession. C'est un mouvement sécessionniste et totalement créé par l'Algérie. Enfin non, créé au départ par l'Espagne, mais ensuite repris par l'Algérie, qui le porte à bout de bras. À bout de bras. Le Polisario n'existerait pas sans l'Algérie. Et ce qui est extraordinaire dans l'affaire, c'est que le Polisario a une capitale en Algérie, qui est une ville marocaine. La capitale du Polisario, c'est Tindouf, une ville que la France a donnée à l'Algérie en 1962, parce que Tindouf a toujours été administré par l'administration coloniale, entre guillemets, le protectorat du Maroc. Et en 1962, la France a laissé l'armée de libération nationale algérienne s'installer à Tindouf. D'ailleurs, il y a eu des populations qui se sont soulevées et les Algériens ont tiré dans le tas. La population avait les drapeaux marocains et les portraits du roi du Maroc. Et la France a laissé faire. Donc, ce qui fait que le Polisario est véritablement une création portée par l'Algérie. Et l'Algérie est en train de perdre la face. Et son proxy lui échappe. Et le gros problème, c'est que le Polisario sait très bien qu'il n'emportera pas, il a perdu. Et il se transforme maintenant en organisation mafieuse. Et on commence à voir du Polisario infiltrant justement les axes de trafic à travers le Sahara. On commence à voir des membres du Polisario avec les groupes djihadistes de la zone sahélo-saharienne. Et on voit le Polisario qui devient même une sorte d'État dans l'État en Algérie, avec des réseaux au niveau de l'État algérien excessivement importants. Donc il va y avoir un moment où le Polisario va poser un problème à l'Algérie. Le jour où l'Algérie va finir par comprendre que la cause qu'elle soutient au Sahara occidental est perdue, elle va se demander que faire du Polisario. Et là, l'Algérie va avoir un gros problème sur le dos. Pour les générations futures. Hein. Pour le moment, non, parce que les vieux, les Chibani qui sont au pouvoir, le chibanisme algérien, quand vous pensez que les trois principaux responsables de l'État algérien ont plus de 90 ans chacun,
C'est quand même embêtant pour un pays qui a une population jeune de plus de 70%. Et quand cette vieille génération aura disparu, une nouvelle génération ira au pouvoir dans 20 ans ou dans 30 ans, et là vont se poser de très très gros problèmes, notamment avec l'héritage du Polisario. Vous avez écrit un ouvrage au titre provocateur qui s'appelle « Histoire des Algéries ». Est-ce que ça veut dire que l'Algérie au singulier n'existe pas, et que c'est un agrégat de peuples et de territoires ? Oui, parce que moi, je connais bien toute cette région. Moi, j'ai quand même écrit une histoire de l'Égypte, une histoire de la Libye, 2 histoires du Maroc, une histoire globale de l'Afrique du Nord, une histoire du Sahara occidental, et il me manquait une histoire de l'Algérie. Et en tant qu'historien, j'ai une vision très claire. L'Algérie n'existe pas. L'Algérie est un pays fait de briques et de broc. Et c'est pour ça que j'ai écrit une histoire des Algéries. Et d'ailleurs, ça a été très mal perçu en Algérie, vous vous en doutez. Ils m'ont fait une très belle publicité d'ailleurs, en se déchaînant entre mon livre, qui marche très bien, mon éditeur est ravi. Et histoire de l'Algérie parce que l'Algérie, il y a eu des Algéries. Il y a eu les Algéries berbères, il y a eu les Algéries romaines, il y a eu les Algéries byzantines, vandales byzantines, il y a eu les Algéries arabo-berbéro-musulmanes, il y a eu les Algéries ottomanes, et il y a eu l'Algérie française. Le seul moment où l'Algérie existe, en forme d'unité, c'est l'Algérie française. Donc c'est pour ça que j'ai écrit, et puis il y a maintenant l'Algérie algérienne. Donc c'est vrai que j'ai écrit cette histoire des Algéries, où je reprends sur la longue durée, justement, les stratifications qui montrent pourquoi il n'y a pas d'État algérien, et que c'est le grand problème. Le grand problème de l'Algérie, c'est que l'Algérie n'a pas trouvé encore sa définition étatique. Comme disaient les cavaliers, nous comprendrons, l'Algérie n'a pas trouvé le fond de sa selle. Ils n'ont pas trouvé leur assise territoriale, leur assise philosophique, leur assise politique. Ils sont debout sur leurs étriers, mais ils n'ont pas trouvé le fond de leur selle. Est-ce qu'on pourrait imaginer un partage de terrain, le Maroc récupérant certains territoires, le Mali, ce serait possible ? Si un pays est menacé dans son existence, c'est l'Algérie. Parce que l'Algérie est menacée par les revendications territoriales libyennes à l'est, l'Algérie est menacée par les revendications sahéliennes au sud, et puis n'oublions pas que tout l'ouest algérien était marocain. Le Gourara, le Sidi Kelt, la Saoura, toute la région, le Tabel Bala, Colombéchar, Tindouf, tout ça, c'était marocain. C'était marocain jusque dans les années 1890, 95, 1900. Donc, il y a un problème qui se pose, et il faudra que ce problème soit réglé d'une manière ou d'une autre. Finalement, c'est un peu la France qui a créé l'Algérie actuelle. Ah ben complètement. À l'heure actuelle, l'Algérie se déchaîne contre la France. Or, un Algérien intelligent devrait dire « Vive la France et vive l'Algérie française », car si nous existons, c'est grâce à la France. Et il y a aussi cette rente, alors on sent que l'Algérie vit de rente, alors il y a la rente pétrolière, la rente gazière, il y a la rente mémorielle aussi. La rente n'est pas financière pour l'Algérie, c'est peu de choses. Elle est politique. C'est-à-dire que la rente mémorielle permet de mettre la France à genoux en permanence, de mettre la France en dimitude intellectuelle. Mais ce n'est pas ce qui rapporte de l'argent en Algérie. La rente pétrolière et la rente gazière, oui, pétrole et gaz qui ont été découverts par les Français, qui ont été mis en service par les Français, qui ont été promus par les Français. Et l'Algérie qui vit là-dessus et qui est dans la monoproduction. Aucune diversification. L'Algérie ne produit plus rien. L'Algérie est même obligée d'importer le concentré de tomates. L'Algérie est obligée d'importer le grain pour le couscous. L'Algérie ne produit plus rien du tout, alors que l'Algérie était exportatrice agricole, etc. L'Algérie ne fait que consommer. Et le jour où la rente pétrolière va s'arrêter, elle va s'arrêter, car les gisements baissent, et en plus, si vous voulez, gaz et pétrole baissent, et en plus, tout a été électrifié et gazéifié en Algérie. C'est-à-dire que la consommation interne mange de plus en plus sur l'exportation. Ce qui fait que l'Algérie va se retrouver à un certain moment à ne plus pouvoir exporter ou quasiment peu. Et va se poser un problème dramatique. Et l'Algérie, en plus, n'est qu'un tout petit producteur par rapport aux producteurs mondiaux. L'Algérie ne produit que quelques pourcentages de la consommation européenne. C'est rien, c'est un nain au point de vue pétrolier et au point de vue gazier.
Est-ce que il y a aussi une rivalité frontalière avec la Libye? Certains territoires ont été à une époque libyenne. Oui, 1919. 1919, les accords qui ont été passés entre l'Italie et la France, et toute une partie de l'ouest algérien est libyen. Vous avez comment dirais-je, toute la région qui fait face à Khat, toute cette zone était à l'origine rattachée à la Libye. Et par les accords de 1919, cette zone est passée à l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande rivalité entre le général Haftar et l'Algérie, parce que l'Algérie se dit que si le général Haftar l'emporte sur la Tripolitaine, le général Haftar va revendiquer toute cette partie ouest de la Libye et est de l'Algérie, et une partie très riche, qui contient des gisements de pétrole et de gaz importants. Vous évoquiez pour le Maroc la question berbère. Est-ce que en Algérie, c'est aussi le même sujet, rivalité entre les Arabes et les Berbères? Au Maroc, la question arabo-berbère a été sublimée dans l'unité nationale à travers la monarchie. Donc elle se pose dans le cadre d'un État national. Donc elle ne se pose pas comme en Algérie, où c'est un État national qui n'existe pas. Donc en Algérie, le gros problème qui se pose, c'est vraiment un problème d'irrédentisme et même de séparatisme, car les Kabyles, qui sont des Berbères, ne veulent plus être soumis à l'État algérien, qui est un État prédateur. Le grand problème date, et ça je l'explique dans mes livres, le grand problème date des années 1945-1950, quand commence à apparaître le nationalisme algérien. Et au sein du nationalisme algérien, les premiers qui vont mener ce nationalisme, ce sont des Berbères, ce sont les Kabyles. Et ils vont demander à leurs partenaires arabistes qu'avant de déclencher le soulèvement contre la France, soit défini le statut de l'Algérie de demain. L'Algérie sera-t-elle un pays arabe, arabo-musulman, ou un pays arabo-berbère ou berbéro-arabe? Ce qui va créer la crise berbériste de 1949. Donc en 1949, le mouvement nationaliste algérien, avant le début de l'insurrection de 1954, se déchire complètement. Il se déchire. Et les berbéristes sont écartés par les arabistes. Et les arabistes vont déclencher le mouvement, et les berbéristes vont se trouver être les cocus de l'histoire. Parce que c'est eux qui vont faire la guerre contre la France, parce que les seules zones où il y a eu des problèmes militaires, ça a été les Aurès, la Kabylie, donc les zones berbères, et c'est eux qui vont mener la guerre contre la France, et qui vont se faire voler la victoire en 1962 par les arabistes, qui eux sont à l'étranger, au Maroc et en Tunisie, dans les camps, et qui ont une armée intacte, puisqu'elle n'a pas combattu l'armée française, et qui en 62 vont faire un coup d'État avec Ben Bella et Boumedienne, et qui vont évincer le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et qui vont imposer le système actuel avec l'arabo-islamiste. Alors qu'il y avait eu le congrès de la Soumam en 1956, le congrès de la Soumam qui s'était tenu en Kabylie, où avait été définie une orientation laïque, une orientation non militaire, etc., et la reconnaissance de la berbérité. Donc tout ceci va être évacué, et les Berbères sont des sous-citoyens, les Kabyles sont des sous-citoyens de l'Algérie depuis 1962. Et comme le disent les Berbères, les Kabyles, nous nous sommes libérés de la colonisation française pour avoir maintenant la colonisation algérienne. Est-ce que, on voit en Afrique où la France est partie, elle est souvent remplacée par la Russie, par le groupe Wagner, est-ce que ça pourrait être la même chose en Algérie? On sait que les liens sont très proches déjà de l'époque soviétique. La Russie était très proche de l'Union soviétique. Elle est toujours proche de la Russie. Est-ce que ça pourrait devenir une base arrière de la Russie en Méditerranée? Mais complètement le contraire. C'est le contraire qui est en train de se passer. Il y a une révolution extraordinaire qui est en cours. Et j'ai un dossier qui va sortir dans l'Afrique réelle du mois de décembre sur la question. Les observateurs n'ont pas vu le bouleversement géopolitique qui est en train de se passer. L'Algérie et la Russie sont en phase de pré-rupture. En phase de pré-rupture pour plusieurs raisons. Jusqu'à présent, l'Algérie était totalement alignée sur la Russie. La Russie fournit quasiment 100% du matériel militaire algérien. Or, en 2021-2022, quand la Russie s'est véritablement très impliquée
en Syrie, la Russie a envoyé une partie de sa flotte en Méditerranée, et cette flotte a eu besoin de se ravitailler. Et la Russie a demandé à son allié algérien, à son ami algérien, à son proxy algérien, l'autorisation pour la flotte russe de faire relâche à Mers el-Kébir, la grande base française que nous avons léguée à l'Algérie. L'Algérie a refusé. Ce qui a obligé la flotte russe à aller se ravitailler en Espagne. Donc la Russie l'a très très mal pris, n'a rien dit, l'a très mal pris. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que, si vous voulez, je ne sais pas, les errances de la diplomatie algérienne sont incommensurables et incompréhensibles. Donc là, la Russie, qui avait le port de Tartous en Libye, en Syrie, et qui ne voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, était à la recherche d'un port en eau profonde. Or, quel est l'autre port en eau profonde de la Méditerranée? C'est Tobrouk, en Cyrénaïque. Or, qui était l'homme fort de Tobrouk à l'époque de la Cyrénaïque? C'était le maréchal Haftar, le général Haftar, qui était déjà soutenu par la Russie. Donc, la Russie va complètement basculer, elle va encore plus aider Haftar, et quelques mois après les événements de Mers el-Kébir, parce que les Russes n'oublient jamais rien, ils ne réagissent pas à chaud, les Russes, ils n'ont pas la réaction femelle de nos diplomates occidentaux, ce sont des hommes froids, ils sont des joueurs d'échecs, ce ne sont pas des émotifs. Quelques mois après le refus de Mers el-Kébir, que se passe-t-il? L'armée d'Haftar marche sur Tripoli, aidée par les Russes. Deuxième erreur de l'Algérie, l'Algérie dit « Nous ne laisserons pas Tripoli tomber aux mains d'Haftar, nous pouvons intervenir en Algérie, en Libye. » Les Russes sont furieux. Leur proxy, leur allié, leur partenaire, par deux fois, se heurtent à eux. Mais c'est pas fini. La troisième fois, ça va être au Mali. Parce que Wagner et ensuite Africa Corps se trouvent au Mali, combattant qui? Certes les djihadistes, mais surtout les Touaregs. Parce que le problème, c'est pas le problème djihadiste qui inquiète le Mali. Le problème, c'est les Touaregs. Parce que les Touaregs, eux, veulent la coupure du pays, veulent la séparation du pays, pas les djihadistes. Donc, les Algériens soutiennent les Touaregs, les Russes soutiennent le gouvernement du Sud. Résultat, les Algériens abattent un drone de l'armée malienne qui avait été fourni par la Russie. Donc, sur 3 fronts différents, nous trouvons les alliés qui sont en confrontation. Résultat, on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent à l'ONU, le Conseil de sécurité. Il n'est pas impossible que la Russie change de position officiellement sur le Sahara occidental. Car la Russie a reçu la semaine dernière Bourita, qui est le ministre marocain des Affaires étrangères, et lui a dit que finalement le plan d'autonomie marocain du Sahara est peut-être une solution qui est envisageable. Donc la Russie est en train de complètement changer de position. On va voir si ça se concrétise. Si mon analyse est bonne, ça va se concrétiser dans les jours qui viennent au Conseil de sécurité. Donc, retournement complet. L'Algérie se trouve isolée de tous les côtés, car les Russes sont en train de comprendre que la Méditerranée est une mer fermée, c'est le lac Léman, c'est la mer Noire, c'est fermé, ça. Tandis que le Maroc a 2000 km d'ouverture sur l'Atlantique. Donc, il y a une géopolitique. Là, pour la revue Conflit, là, vous avez un sujet magnifique là, à traiter. La géopolitique est complètement en train de se redéfinir. Donc on a Maroc, Égypte, Turquie, et avec ça on contrôle... Oui, alors là, on se retrouve également avec la Turquie. La Turquie qui se retrouve en opposition avec la Russie dans la question de Libye et dans la question du Sahel. Parce que n'oublions pas que la Turquie néo-ottomane, comme on le dit aujourd'hui, est en train d'essayer de reprendre son axe vers le lac Tchad. N'oublions pas que au moment où va se faire le congrès de Berlin, la Turquie demande d'avoir une fenêtre d'ouverture sur le lac Tchad. La Turquie, à ce moment-là, est encore en Libye. Et n'oublions pas que toute cette région jusqu'au lac Tchad et une partie du nord du Niger faisait partie du vilayet de Tripoli.
Et donc c'était une zone turque. Et n'oublions pas que ceux qui ont mené la guerre contre les Italiens au moment de la guerre italo-libyenne, ce sont les officiers turcs. Et c'était ceux qui vont être au pouvoir ensuite, dans les années 20, dans les années 30, au point de vue politique en Turquie. Donc, là, ça bouge. Les plaques tectoniques bougent, et elles bougent avec un grand retour sur l'histoire. Et nous, occidentaux, enfin, nous, les occidentaux n'ont rien compris. Ça a été un spasme, la période occidentale. Tout ceci se disperse, et les marxistes auraient dit les lignes de force. Moi, je suis un bavélien, je dis les constantes historiques. Les grandes constantes historiques reviennent. Elles reviennent exactement là où nous les avons figées, là où nous les avons gelées avec la colonisation. Dernière question, Bernard Lugan. Quelle pourrait être une stratégie, une diplomatie française réaliste, compte tenu de tout ce que vous avez dit, Maroc, Algérie, Russie. Si on avait une diplomatie réaliste et on pourrait dire intelligente, qu'est-ce que pourrait faire la France ? Il faudrait déjà mettre à la porte les 3/4 de nos diplomates, fermer Sciences Po et renvoyer sur zone des hommes de terrain, des hommes qui connaissent, des hommes de terrain. On en a énormément. Ils connaissent la Libye, ils connaissent l'Algérie, ils connaissent le Maroc. Là. Première chose. Deuxième chose, il faudrait que nous soyons à nouveau respectables. Nous ne sommes plus respectables. Nous sommes des rigolos. La France passe pour un pays de rigolos. Les seuls éléments encore respectables français en Afrique, ce sont les gens des services ou les militaires. Mais tout ce qui est civil n'est plus respectable. Donc tout passe par une reconstitution d'abord de la respectabilité française. Et que ce que j'appelle les danseurs à claquettes des affaires étrangères aillent s'occuper de leurs petites activités parapolitiques et philosophiques, et qu'ils laissent les vrais diplomates, les gens des grandes écoles diplomatiques, l'école d'Orient, etc., reprendre les affaires en main. Donc c'est une affaire de révolution intérieure à faire. Le jour où nous aurons à nouveau en France un régime respecté, notre diplomatie en Afrique sera à nouveau respectable et respectée. Merci beaucoup, Bernard Lugan, pour ces analyses historiques et actuelles. Je renvoie donc nos téléspectateurs à vos ouvrages, donc vous pourrez retrouver sur le site de Conflit, et puis également votre lettre, l'Afrique réelle, lettre mensuelle à laquelle vous pouvez vous abonner pour avoir tous les mois ces analyses sur les questions africaines.